Les Apennins forment une chaîne de montagnes qui parcourt l'Italie du nord au sud. Riches en lieux chargés d'histoire, ils présentent aussi de vastes zones de nature encore préservées. On y trouve des espèces rares comme le guépier d'Europe ou l'ours brun de l'Apennin. La tradition pastorale italienne a largement contribué à façonner le paysage de ces montagnes. La présence des loups et la chasse aux faucons font également partie de son patrimoine. Cette Italie mineure, comme l'appellent ses habitants, recèle à leurs yeux de précieux trésors. Ici, on a conservé des traditions anciennes, des lieux enchanteurs et un passé encore bien vivant. La partie sud des Apennins est marquée par le massif du Gran Sasso, qui domine une vaste plaine d'altitude, le Campo Imperatore. La commune de Santo Stefano di Sessagno figure sur la liste des plus beaux sites d'Italie. Elle se situe dans la région des Abruzzes. Le parc national du Gran Sasso s'étend sur plus de 140 000 hectares. Les Romains avaient baptisé ces hauteurs le mont du Nombril, en raison de leur situation centrale dans la péninsule italienne. Les troupeaux de moutons sont indissociables de ce haut plateau. Au fil des siècles, l'élevage a contribué à façonner les terres plates et arides du Campo Imperatore. Les hommes y menaient déjà paître leurs bêtes avant la civilisation romaine. Aujourd'hui encore, les troupeaux sont placés sous la garde de chiens élevés ici dans les Apennins, les fameux bergers de Maremme et des Abruzzes. Leur rôle n'est pas seulement de rassembler les bêtes, mais aussi de les défendre contre un redoutable prédateur, le loup. Bruno Janella possède un élevage de chiens bergers des Abruzzes. Il tient beaucoup à préserver la pureté de la race. Bonjour, comment ça va? Pas trop mal. Toujours les mêmes problèmes de berger. Eh oui. Martina, ma fille. Tu as vu des loups récemment? On se défend des loups à coups de dents. Oui, avec vos chiens. Alors allons les voir. Pour être protégé efficacement contre les attaques des loups, un troupeau de plusieurs centaines de moutons doit être gardé par au moins 4 ou 5 chiens. Les loups viennent de là-bas, surtout le soir. Il y a une meute sur la colline de San Francesco. C'est le moment le plus délicat, parce qu'en journée, quand les chiens sont là, Ils se méfient. Les loups s'en prennent habituellement aux animaux les plus faibles, malades ou âgés. Souvent, la seule présence des chiens suffit à les tenir éloignés. Ces chiens-là sont toujours au milieu du troupeau, pour mieux les protéger quand le danger se présente. Et il y a des sentinelles, comme on les appelle, qui surveillent les alentours. C'est fondamental. Et c'est une technique que personne ne leur a jamais apprise à ces chiens. maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je ne m'étais jamais posé la question. C'est génétique. Pour ces chiens, c'est un moyen de gagner leur pain quotidien, sans quoi ils ne serviraient à rien. Ils ont dans leur gène la possibilité de se rendre utiles, et je dirais même indispensables. 40 à 50 loups vivent actuellement dans les Abruzzes. Mais grâce à la présence des chiens, il est très rare qu'ils attaquent les moutons. Polo, le chien de Bruno, a remporté de nombreux prix. Les animaux sont évalués en fonction d'éléments caractéristiques de la race. Leur aspect, leur constitution physique, mais aussi leur courage. En cas d'alerte, ils ne doivent surtout pas reculer.
Bruno a rendez-vous avec Osvaldo Locasculli, un spécialiste des loups. Tous deux sont très attachés à un monument qui commémore une attaque mortelle qui a eu lieu à cet endroit. Dans l'épais brouillard hivernal, un berger, son fils et leur chien ont été tués. Imaginez un peu, sans visibilité, dans le froid, dans le vent, ils ont tenté de redescendre au village, mais c'était presque mission impossible. La véritable tragédie, c'est que toute une famille s'est trouvée anéantie. Et voici le fameux collier. Oui, un collier anti-loup qui protégeait les chiens des attaques d'émeutes qui rôdaient dans ces montagnes. Il faisait un bruit caractéristique qui leur faisait peur. Le loup est un opportuniste. Il préfère s'attaquer aux animaux sauvages plutôt qu'aux chiens qui défendent les troupeaux. Mais si les troupeaux ne sont pas défendus correctement, il va en profiter. Sur les hauteurs du parc national du Gran Sasso vivent des ours bruns, des aigles royaux et des chamois des Abruzzes, une sous-espèce du chamois des Pyrénées. Ils avaient pratiquement disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais grâce à des mesures de protection rigoureusement appliquées, leur population est remontée aujourd'hui à 1 millier d'individus. Sur le versant nord-est du Corno Grande se trouve le glacier le plus méridional d'Italie, le Calderone, ou du moins ce qu'il en reste. Les vautours fauves nettoient la région des carcasses d'animaux. Quant à la salamandrine à lunettes, on ne la trouve que dans les Apennins. Grâce au climat méditerranéen, le sabot de Vénus, une variété très rare d'orchidées, pousse ici même en altitude. Le village médiéval de Santo Stefano di Sessagno est niché sur le versant sud-est du Campo Imperatore. À la sortie du village, les époux Cucchiella se préparent à faire une petite chevauchée matinale. Luca est né ici. Il est chez lui dans les Apennins. En 2009, quand la montagne a tremblé, le cours de leur vie s'en est trouvé violemment ébranlé. Le tremblement de terre nous a rappelé que ces montagnes étaient vivantes et qu'il faut cohabiter avec elles. On avait peut-être un peu oublié que les Apennins pouvaient bouger. Maintenant, on le sait. Ça nous rappelle qu'on ne fait que passer sur cette terre. Les Apennins sont apparus au moment où les plaques continentales africaines et eurasiennes sont entrées en collision. C'est ce qui explique les violents séismes qui secouent aujourd'hui encore la province de l'Aquila et les catastrophes qu'ils ont causées. Une dizaine d'années plus tard, le village natal de Luca est encore loin d'être reconstruit. Cette maison est restée debout. Heureusement qu'elle a été mise en sécurité. J'ai l'impression que les 15 années prévues pour tout remettre en état ne seront pas de trop. Si on a eu envie de partir, jamais de la vie. Les maisons, ça se reconstruit. Et on a la chance d'être encore là. Après le tremblement de terre, la plupart des 115 habitants du village ont dû quitter pour un temps leur maison. Pour le village, ça a été un drame. La tour des Médicis était un symbole. C'était l'âme du bourg. Elle avait vu grandir toutes les générations d'habitants. On a tous été frappés en plein cœur. Aujourd'hui, les habitants ont presque tous réintégré leur maison. Vous êtes rentré hier? Oui, on est allé faire un tour à la mer. Quel bonheur de revoir des gens au balcon. Pas vrai, Gigi? Oui, allez, bonne balade. Salut! Luca et Giuliana ont été parmi les premiers à entreprendre les travaux.
Aidés par des restaurateurs professionnels, ils sont parvenus à reconstruire leur hôtel pièce par pièce. Ici, c'est ce qu'on appelle la chambre de l'édredon. On a eu beaucoup de mal à reconstituer ce dessin, qui n'était pas très lisible du fait d'une fuite d'eau liée à des dégâts dans le toit. À l'étage, les travaux de restauration ont révélé une série de dessins anciens sur les murs. La chaux modifie les couleurs. Alors les peintres avaient fait des essais sur ce mur. Des essais de dessin qu'ils avaient mis en couleur. Les messages, eux, étaient sûrement destinés aux servantes. Ce monsieur sur le mur, c'est mon grand-père, le père de ma mère. Nunzio. Nunzio Ciarrocca. Qu'est-ce que tu en penses? On a fait du bon travail? Oui, un super travail. En poursuivant vers le sud, on quitte rapidement le paysage plat et dénudé du Gran Sasso. L'Apennin est ici à moindre altitude et les forêts denses du parc national sont bien protégées. La section centrale de cette chaîne de montagnes est très peu peuplée. Sur les hauteurs, au sud de Santo Stefano di Sessagno, on traverse quelques rares bourgs importants. Capestrano, Popoli et Villalago, dans la province de l'Aquila, ne sont accessibles que par de petites routes en lacets. Le lac Santo Domenico est une retenue d'eau artificielle destinée à produire de l'électricité. En dépit des interventions de l'homme sur la nature, une incorrigible chapardeuse hante les montagnes. Sabrina Iafallo est sa plus fervente admiratrice. Cela fait longtemps qu'elle filme cette ours brune. Les habitants l'ont surnommée Amarena, du nom d'une cerise brune dont elle raffole. Cette année, la femelle traverse très régulièrement le village de Villalago avec ses 4 oursons, ce qui lui vaut un grand succès. Impossible de prévoir quand elle va passer. Jamais. Ça reste un animal qui fait ce qu'il veut, quand il le veut. Fièrement accroché à la roche des Apennins, Villalago compte lui aussi parmi les bourgs les plus beaux d'Italie. Les animaux sont de plus en plus nombreux à sortir de la forêt et à descendre au village avec leur progéniture. Au fil du temps, les habitants et le gibier semblent s'être apprivoisés. Sabrina Iafolla n'a pas aperçu Amarena depuis plusieurs jours. Bonjour, vous n'avez pas vu passer l'ours? Pas aujourd'hui, mais les autres jours, plusieurs fois. Pas aujourd'hui, nulle part. C'est un ours brun de l'Apennin. Il n'attaque pas, sauf quand la femelle est avec ses petits. Elle vit avec nous. On la voit passer tous les jours. C'est un peu notre copine. Quand elle ne viendra plus, elle nous manquera. C'est sûr. L'ours a également conquis les réseaux sociaux. Elle était où, là? Près du lac Pio, sur l'escalier près du cimetière. Ah, ok, elle descendait vers le lac. Salut les jeunes. Vous avez des nouvelles de l'ours? Tu l'as vu quand, toi? Il y a quelques jours, près du lac Pio. J'étais avec mon pote Manila. On était à 2 mètres derrière elle. Mais je suis resté calme. Quand on reste calme, aucun souci. Lui, c'est le plus grand des 4. Ah non, c'est la mère.
À la tombée du jour, les ours se mettent en quête de nourriture. Sabrina Iafallo et Mattia Ciallone, un étudiant en cinéma, s'apprêtent à aller tourner de nouvelles images. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Tu es déjà là? Tu es prête? Et toi? Prête pour l'aventure? Toujours. On va où ce soir? Je propose les vergers. Ah, on y retourne. D'accord, allons voir près de la rotonde. Il reste encore des pommes. Ça vaut le coup d'essayer. Ensemble, ils ont déjà tourné plusieurs séquences. Mattia est en train de terminer son école de cinéma. Son film de fin d'études sera consacré à Amarena. Il faudra observer dans cette direction, parce qu'en général, elle descend en courant par là-bas, et ensuite elle vient traverser ici. Les gens du village me disaient toujours « C'est fou, on dirait qu'elle te reconnaît ». Parce qu'elle ne partait plus quand je m'approchais. Elle flairait mon odeur, comme font tous les ours, avec son museau. Et je suis persuadée qu'elle reconnaissait mon odeur. Elle savait que c'était toi. Oui, même les ours me reconnaissent. Ce n'est pas seulement la nourriture qui attire la femelle dans le village. Les ours mâles tuent les petits pour pouvoir à nouveau s'accoupler avec la femelle. Et je pense qu'elle reste près du village et des humains pour tenir les mâles éloignés, parce qu'ils sont plus craintifs. Changement de décor. Les habitants aperçoivent souvent Amarena à proximité de ce verger. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis cette clôture. Pour les quelques pommes que mangeaient les ours, ce n'était pas la peine. Les ours sont des animaux de grande taille, très rapides et aussi de très bons grimpeurs. Ils sont capables d'escalader des arbres, des clôtures, toutes sortes de constructions. Ils sont vraiment très forts. Tu as vu comme ils ont escaladé le grillage de cette maison? Tout ça parce qu'ils ont repéré un beau cerisier. Et pour profiter des cerises, ils ont carrément escaladé la clôture. Ensuite, ils ont grimpé aux arbres. Et la mère a même cassé des branches qu'elle a jetées par terre pour que ses petits puissent manger. Villa Lago est désormais célèbre dans toute la région. Au village des animaux sauvages, même le chevreuil si farouche ne craint plus les humains. Chaque fois qu'on aperçoit ces ours, on ressent une émotion particulière. Je pense que pour Sabrina, ça tourne un peu à l'obsession. Tout simplement parce que ça lui procure beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'elle continue à les pister de jour comme de nuit. C'est un peu comme une drogue. Plus on observe les ours et plus on a envie d'en voir.
Certains villages surplombent les vallées des Apennins comme autant de citadelles naturelles. D'autres semblent défendre l'accès à des parois escarpées. Au sud des Abruzzes, le massif se creuse de gorges sauvages alimentées par des torrents bondissants. Mais même en pleine nature, on retrouve des traces de civilisation. C'est au pied du massif de la Maiella que le moine bénédictin Théobald a fait ériger l'abbaye de San Liberatore en l'honneur de saint Éleuthère, mort en martyr en Albanie. Fin septembre, dans la région de Molise, les bergers entament la transhumance. Ils mettent 3 jours pour redescendre dans la vallée les troupeaux qu'ils avaient menés paître à près de 2000 mètres d'altitude. Cette année encore, les bergers sont accompagnés de Fabio Pilla, un chercheur de l'université de Campobasso. Impliqué dans le maintien des anciennes traditions pastorales, il fait le voyage depuis plusieurs années. C'est un aspect de notre travail que j'aime beaucoup, le terrain. Je suis généticien et je m'intéresse aux races animales, aux races ovines en voie d'extinction. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré cette famille d'éleveurs qui a conservé un certain nombre de moutons de la race Gentile di Puglia, dite aussi Mérinos d'Italie. Le fond de l'air est vif aujourd'hui. On sent que la neige n'est pas loin. Il a neigé sur la Maiella. Et sur le Gran Sasso aussi, cette nuit. C'est le moment de redescendre. Oui, on ne peut plus rester là-haut. Sur la Galinola, le vent est vraiment glacé. La transhumance en camion, c'est stressant pour les bêtes. Il faut les porter, elles n'ont pas l'habitude. À pied, c'est mieux. Même pour nous, ça nous prendrait trop de temps de les charger, de les décharger. Là, au moins, elles filent tout droit. Et puis en camion, sur les routes de montagne, ce n'est pas idéal. On se débrouille comme ça, même si ce n'est pas toujours facile. Mais c'est un métier de passion. Et il nous fait vivre, en attendant des jours meilleurs. Il y a 2 siècles, les éleveurs tiraient de bons revenus de l'exploitation des pâturages. Personnellement, je n'ai pas connu ça. Mais autrefois, c'était un véritable flot ininterrompu d'animaux qui passaient 2 fois par an. Les bêtes se déplaçaient, mais c'était aussi l'occasion d'échanges culturels, humains. Pour moi, c'est une très belle tradition. Sans l'engagement des bergers soutenus par leur ami généticien, cet héritage pourrait rapidement disparaître. Après le Molise, notre périple en direction du sud nous mène dans la région de la Basilicate, la section la plus méridionale des Apennins. Le village de Pietrapertosa est perché à 1088 mètres d'altitude. Son nom fait référence aux rochers qui l'entourent, surnommés là-bas les pierres percées. La Basilicate présente des paysages parmi les plus contrastés de toute l'Italie. Des lacs et des forêts verdoyantes alternent avec des hauts plateaux arides et pratiquement désertiques. Notre objectif est Melfi, résidence d'été de l'empereur Frédéric de Hohenstaufen, qui avait repris et fait agrandir le château fort fondé par les Normands. Frédéric était passionné par la chasse aux faucons, une tradition qui s'est perpétuée à Melfi jusqu'à aujourd'hui. Deborah Radino élève un jeune faucon pour la chasse. Avant chaque vol, elle pèse l'animal. Avec ce poids-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Quand on les lâche, ils reviennent vers le fauconnier parce qu'ils savent qu'il leur donnera à manger.
Quand ils pèsent ce poids-là, on est sûr qu'ils vont revenir. Il s'appelle Queen, comme le groupe de rock. C'est jouable? On va donc tenter un petit vol, mais il n'y a pas de vent. Il y en a plus bas. Ce matin, Skedja va nous faire un beau petit vol. Pas vrai, Skedja? C'est le plus petit et le plus rapide. C'est un milieu vraiment très masculin. On a adopté Déborah. Elle est déjà l'une des nôtres, la meilleure de nous tous. C'est un style de vie très spécial. C'est bien plus qu'un simple passe-temps. La fauconnerie est une activité très prenante. On n'a pas de vacances, on est là tous les jours, principalement pour les nourrir. Pour l'entraînement en plein air, les éleveurs se servent d'un leurre propulsé par un drone. C'est la deuxième fois que Queen prend son envol en toute liberté. Pour sa maîtresse, ce n'est pas sans risque. Le faucon pourrait ne jamais revenir. Le leurre retombe quelques centaines de mètres plus loin, mais pas trace du faucon. Elle n'est pas loin. On entend ses clochettes. C'est à ça que ça sert, en plus de l'émetteur. La végétation est un peu haute par endroits, mais j'ai confiance. Je descends? Le faucon a eu le temps de déchiqueter le leurre. Elle m'a bien fait courir, cette fois encore. Non, elle est sympa. La première phase du travail est celle de l'apprivoisement, pendant laquelle les faucons sont 24 heures sur 24 avec nous, à la maison. Ils dorment avec nous, ils mangent avec nous. C'est comme ça qu'on crée cette confiance, cette reconnaissance mutuelle. Je ne devrais peut-être pas le dire, parce que les fauconniers ne sont pas tous d'accord avec ça. Bien sûr, on ne peut pas parler d'animaux domestiques, comme les chiens ou les chats, mais il y a une forme de reconnaissance. Retour à Melfi, où Déborah et son compagnon Emilio nous emmènent visiter une petite église rupestre décorée de fresques datant du haut Moyen-Âge. L'une d'elles représente l'empereur Frédéric II tenant un faucon sur la main. Son traité de fauconnerie, intitulé « De l'art de chasser avec des oiseaux », fait toujours référence de nos jours. Logiquement, l'empereur aurait dû porter un aigle, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Qu'est-ce que tu en penses, Queen? Pour moi, Frédéric II est une sorte de guide, pas seulement en tant que fauconnier ou en tant qu'empereur ou chef, mais aussi comme musicien, artiste, homme sensible, s'intéressant à des tas de choses. Il avait vraiment la passion de ces oiseaux. C'est lui qui a inventé le capuchon et qui nous l'a transmis. On l'utilise encore aujourd'hui. Ce noble oiseau de proie est profondément ancré dans la culture des Apennins. Autrefois symbole et attribut des puissants, le faucon permet aux habitants de Melfi d'entretenir aujourd'hui un lien fort et vivant avec l'histoire de leur région. Après les régions de l'Aquila et de la Basilicate, notre voyage se poursuit encore plus au sud, dans un paysage sec et semi-désertique jusqu'à Matera et la ville fantôme de Craco. La roche argileuse et friable est très aride, les plantes et les arbres ont du mal à y pousser. Cette absence de végétation livre le sol à l'action du vent et de l'érosion. La ville fantôme de Craco
se trouve dans la plaine. Les maisons construites dans la pierre locale se distinguent à peine de la roche du sol. Le nom de cette cité apparaît pour la première fois dans des documents religieux en 1060. En 1963, plusieurs glissements de terrain successifs ont obligé les habitants à évacuer les lieux. À la suite de travaux, la terre souple et argileuse s'est affaissée. Elle n'était plus en mesure de soutenir les constructions. Et après le tremblement de terre de 1980, il a fallu abandonner définitivement la commune. Kraków a cependant acquis une renommée mondiale grâce au film La Passion du Christ, tourné ici par Mel Gibson. Domenico Montemuro, le maire de la nouvelle commune fondée en contrebas de Kraków, nous montre ces fragiles vestiges. Il y a vraiment une atmosphère particulière à Kraków. Tous ceux qui viennent ici nous le disent. Quelque chose qui frappe à la fois le cœur et l'esprit. Ici, c'est comme si la vie s'était figée. Et en même temps, vous avez cette tour qui se dresse au-dessus d'une mer de rochers et qui est un vrai repère au milieu de la campagne. On la voit de partout. Ce sont les Normands qui l'ont construite au-dessus des collines pour pouvoir voir la mer. Il est difficile de contenir la dégradation du centre historique. Combien de temps pourra-t-on encore visiter Kraków ? C'est un morceau de l'Italie qu'on risque de perdre. Dans notre pays, chaque petit village a ses traditions, son dialecte, sa culture. En contrebas, on a construit des maisons neuves pour reloger les habitants, mais elles n'ont pas le cachet des vieilles demeures. Je suis convaincu que la vieille ville doit être laissée telle qu'elle. Ce qui est très fort ici, c'est cette impression d'abandon, de délaissement. Kraków doit rester un lieu de recueillement, pour profiter du paysage, du silence, des cris des corneilles et de ce site spectaculaire. Plus on descend vers le sud, plus le paysage devient boisé. Sur les hauteurs, seuls poussent encore les pins de Bosnie, des arbres rares mais très résistants à l'écorce épaisse et écailleuse. Ils apprécient les sols karstiques, secs et pauvres en nutriments. La géologue Serena Forlano fait une sortie avec des étudiants dans le parc national de Pollino, au sud de la Basilicate. Elle veut leur montrer un champ de lave qui s'est répandu lors du plissement des Apennins. Une bizarrerie géologique qui ravit notre guide. À cette époque, les plaques continentales eurasiennes et africaines se sont entrechoquées de façon particulièrement violente. Des éruptions ont fait jaillir la lave à plusieurs kilomètres de hauteur. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici ? Tout ce sur quoi on est en train de marcher, tout ce qu'on voit ici est le fruit d'éruptions volcaniques sous-marines qui se sont produites il y a des millions d'années. On est en train de piétiner et de toucher des roches qui se trouvaient au fond d'un océan. Les morceaux de lave sont recouverts de mousse et de lichen qui masquent leur couleur d'origine. Dites-vous bien que tout ceci était sous la mer. Et l'aspect de ces roches a très peu changé. C'est pratiquement la couleur d'origine, à quelque chose près. Ma passion pour ce sujet vient surtout de mes origines, qui sont fortement enracinées dans cette partie sud des Apennins. C'est pour ça que j'ai étudié la géologie et que j'adore toutes les traditions populaires de cette région.
Dans le sud des Apennins, on s'attendrait plutôt à trouver la chaleur et la sécheresse. Et l'on est surpris que cette chaîne de montagnes préserve une telle fraîcheur luxuriante en altitude. Des forêts comme celle du mont Pollino ou de Silla rappellent celles des zones tempérées. Du fait de leur proximité immédiate avec la mer, les sites d'altitude calabrais des Apennins sont arrosés par la pluie et donc très verts et fertiles. D'après des mesures récentes, les grands parcs nationaux bénéficient de la meilleure qualité de l'air en Europe. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir l'œil pour s'en rendre compte. La profusion des mousses et lichens de toutes sortes qui poussent sur les arbres en est un excellent indicateur. Sur les hauts plateaux de la Silla s'élèvent des arbres géants qui ont plus de 350 ans. Ils atteignent 50 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Leur silhouette majestueuse fait percevoir aux visiteurs la force et la puissance des Apennins. Quelques kilomètres plus loin, dans le parc national du Pollino, se trouve le village touristique de Terranova di Pollino. Leonardo est un facteur d'instruments spécialisé dans la fabrication de cornemuses, appelé ici zamponia. C'est l'instrument typique des Apennins dont les bergers jouaient autrefois. La première étape consiste à tourner les différentes flûtes, un travail qui exige une grande précision. Leonardo a besoin d'une centaine d'heures pour réaliser une zamponia. Aujourd'hui encore, il se souvient du jour où, tout jeune homme, il a terminé son premier instrument. J'ai commencé à fabriquer des zampogne parce que j'avais vu un vieil artisan de Terranova qui avait un tour mécanique à pédales. J'étais tellement intrigué par cette machine que j'ai eu envie d'essayer moi aussi de fabriquer un instrument. Je suis donc allé m'acheter un tour et j'ai commencé à travailler dessus. Après avoir fini ma première zamponia, j'ai eu le sentiment d'avoir réalisé quelque chose d'exceptionnel. Serena joue elle aussi de cet instrument et le sien provient de l'atelier de Leonardo. Hey, bonjour. Comment va? Très bien, merci. J'avais dit que je viendrais te faire un petit coucou. Quel plaisir. Dis, tu sais que ma Gilduzza a besoin d'une petite réparation. Oh là là, en effet. Ça doit venir de l'anche. Je t'en ai mis une de côté. On va la tester et on verra bien. La première fois que j'ai réussi à gonfler l'outre et à faire sortir un son, j'ai ressenti une vibration incroyable. Dans le ventre et dans le cœur. C'est comme si on s'était retrouvés, comme s'il y avait toujours eu un lien entre elle et moi. Aujourd'hui, la zamponia connaît un regain de popularité. Elle est présente dans toutes les fêtes régionales. C'est un instrument assez complexe, mais Serena a su dépasser toutes les difficultés et aujourd'hui, elle joue très bien. Peut-être même mieux que moi. Mais si. Leonardo Ciancia fabrique un soufflet à partir d'une peau de chèvre qu'il avait mise à tremper dans le sel. Il s'agit maintenant de la nettoyer. Lavalo bene, che se no poi dopo sa di sale. Allora, prima facciamo così.
Elle doit rester combien de temps dans le sel? Je dirais entre 15 et 20 jours. On peut aussi l'utiliser tout de suite ou la conserver jusqu'à 1 an dans le sel. Les deux hommes doivent commencer par raser les poils. Ils bougent ensuite les extrémités avec des clous en bois, de façon à former une poche pleine d'air. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je te suis. Fais comme moi, on va y arriver. Ce n'est pas facile. Il s'agit maintenant de remplir la poche d'air pour la tester. C'est vraiment tout un savoir-faire. Ça ne s'improvise pas. Le moindre geste est guidé par l'expérience et le savoir. On peut dire que ça parfume. Ce que ça m'inspire, que c'est toute une histoire. Les mains qui ont confectionné cette outre et les prés où cette chèvre a couru. Les deux Leonardo ont organisé un barbecue. La tradition veut qu'on mange ensemble la chèvre dont la peau a servi à fabriquer le soufflet. C'est l'occasion d'inviter les amis. Et aussi de faire résonner les instruments. Notre périple à travers le sud des Apennins s'achève après 750 km de route. Partis des hauts plateaux situés non loin de Rome, nous avons rejoint les montagnes moyennes du sud de l'Italie. Les habitants prétendent qu'en voyageant à travers cette colonne vertébrale qui traverse tout le pays, on découvre un autre visage de l'Italie. Un monde à part qui a su conserver ses traditions. Une nature sauvage et unique qui nous fait pénétrer à travers ces paysages somptueux au plus profond de l'âme italienne.